Bienvenue sur le podcast Broworking. Nous sommes François et Kevin, deux frères entrepreneurs et sportifs. Ensemble, nous décortiquons les clés de l'entrepreneuriat et les secrets pour se sculpter un physique et un esprit solide. Notre ambition avec ce podcast, t'inspirer et te rendre déterminé. Si on peut t'apporter ne serait-ce que 1% de motivation et de discipline, l'objectif du podcast sera déjà atteint. Les épisodes sortiront sur toutes les plateformes de streaming audio et sur YouTube. Quelle que soit la plateforme, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. Salut François, comment tu vas ? Ça va très bien, merci, et toi ? Écoute, je vais très bien. Comme je te disais juste avant, en post-prod... Non, c'est pas ça. Non, mais on se prend un fou rire. On vous explique parce que... Bon, déjà, moi, je suis sur une semaine de l'enfer. Donc déjà, bon, là, je viens tout juste de finir de m'installer. Et puis, ça fait 3 fois qu'on retourne l'enregistrement parce qu'on n'arrive pas à faire l'intro correctement. Mais c'est pas grave. Donc du coup, dis-nous, tu avais un sujet aujourd'hui, je crois, que tu voulais aborder. Dis-nous un petit peu de quoi il s'agit. Voilà, c'est ça. Donc en gros, j'avais une thématique que j'avais à cœur d'aborder et c'est la suivante, c'est l'importance de l'histoire, géographie et débriefer un petit peu comment cette matière-là à l'école elle nous a été enseignée, donc de ton côté et de mon côté, pour voir s'il y a des similitudes. Et de voir comment l'importance de ce sujet-là, vu que je sais que toi, tu es passionné de politique et que la politique découle forcément de la géopolitique, enfin c'est étroitement lié, après tu me diras, tu pourras complémenter. Voilà, je voulais voir un petit peu l'évolution de cet attrait qu'on a envers cette partie de nos connaissances actuelles. Et donc voilà, voir où ça nous mène. Qu'est-ce que t'en penses ? Bah avec plaisir pour aborder ce sujet. Déjà, je souhaite effectivement quand même la bienvenue peut-être à tous ceux qui rejoignent le podcast et qui ne le connaissaient pas avant. Vous pouvez effectivement aller visionner, écouter et visionner d'ailleurs les épisodes précédents. Tous nos épisodes abordent des thématiques différentes, donc n'hésitez pas, on parle de tout, d'entrepreneuriat, de sport, de culture, et on vous partage un petit peu nos parcours de vie. Et bah écoute, ouais, avec plaisir pour parler d'histoire. Moi, mon rapport avec l'histoire, c'est que... Déjà, j'ai toujours été un peu plus attiré par les sciences, par les cursus plutôt littéraires, sciences sociales. Tu sais, au lycée, tu as le choix entre ES, ESL, etc. Et j'ai jamais été un grand mathématicien et un grand scientifique, c'est le moins qu'on puisse dire. Et du coup, j'ai été plus attiré par la filière, donc à l'époque, ça s'appelait filière économique et sociale. C'est un truc de boomer aujourd'hui, puisqu'évidemment ça s'appelle plus comme ça, donc les plus jeunes ne connaîtront pas, mais tu avais le choix entre les sciences dures, vraiment, avec mathématiques, physique, SVT, et puis tu avais le choix avec plutôt économie, sociologie, et puis du coup l'histoire, le français avait beaucoup plus de coefficients et d'importance dans le cursus. Donc moi j'ai plutôt choisi ce cursus-là, parce que justement, comme tu dis, j'étais plutôt passionné de politique. Alors, en fait, moi, pour te dire, j'étais rentré dans la politique parce que j'ai eu un parcours où j'ai même fait partie de plusieurs partis politiques. Je suis autant du Front de gauche, de l'UMP, j'ai fait vraiment le parti de François Bayrou, je sais plus comment ça s'appelle, le MoDem, etc. Et en fait, j'étais passionné par ça et du coup, je suis allé voir un petit peu dans chaque parti politique ce qui se passait. Je suis même allé, je vais être transparent, je suis même allé un moment très à droite et je suis allé aussi très à gauche puisque j'étais aussi au front de gauche, j'étais aussi très à droite, plutôt dans des partis nationalistes. J'ai fait un peu tous ces partis-là et en fait, après le lycée, j'ai essayé de passer Sciences Po. Donc vraiment, j'étais passionné par ça. Je regardais tous les discours, les débats télévisés, les trucs comme ça. Et j'ai regardé beaucoup de débats historiques. Tu sais, t'as le débat Mitterrand, Chirac, enfin, tu vois, tous ces débats assez classiques, un petit peu intéressants. Comment il s'appelle mince, j'ai mangé son nom, Marchais. Voilà, t'avais Georges Marchais, je dis pas de bêtises. Georges. Et du coup, ouais, c'est ça. Hein. Et du coup, j'ai regardé beaucoup ces choses-là et j'aimais beaucoup le charisme de ces mecs-là. Et puis donc voilà, ça m'a introduit un petit peu sur l'histoire, puisqu'évidemment, il y a plein de fois où dans politique on parle d'histoire et il y a des débats sur des différentes versions de l'histoire. Donc l'histoire revient souvent. Et puis l'autre rapport à l'histoire, évidemment, c'est les profs. Hein. Le premier rapport que tu as à l'histoire, je pense que c'est les profs. Et pour le coup, les profs m'ont rarement passionné. Je crois que j'ai eu un très bon prof au lycée qui m'a vraiment bien passionné pour le sujet, mais sinon, j'ai jamais été très très passionné. Enfin, les profs m'ont pas suscité un gros intérêt pour moi. Et par contre,
Là, récemment, depuis 2-3 ans, je me réintéresse beaucoup à l'histoire parce que, en fait, je me rends compte que l'histoire qu'on t'apprend à l'école, elle est très culpabilisante en France actuellement. Donc, quand on te parle d'histoire, c'est pour t'expliquer que, bah voilà, t'es français, donc t'es un méchant collabo, un méchant colonisateur. Enfin voilà, tu vois, beaucoup de culpabilisation. Et puis on ne te vend pas du rêve, quoi. Je sais pas toi, tu me diras après toi ton rapport à l'histoire et comment les profs t'en ont parlé, mais franchement ça vend pas du rêve, quoi. Déjà parce que les profs eux-mêmes n'incarnent pas, pour la plupart, hein, je vais pas faire de généralité, mais pour la plupart des profs, ils incarnent pas dans leur vie quelque chose de très glorieux, enfin comment dire, ils ont pas un lifestyle de fou, donc quand ils te parlent de l'histoire, ils t'en parlent avec leur regard à eux, quoi. Leur regard à eux, je fais mes 35 heures, nanana, enfin c'est des parcours de vie très... voilà. On va dire que je pense que si un militaire t'apprenait l'histoire, bah, forcément il y aurait beaucoup plus d'intensité parce qu'il connaît un petit peu, quand il te parle de guerre, il connaît, donc il y mettrait beaucoup plus de cœur. Et du coup, je trouve que les profs t'amènent ça de façon très très plate, quoi, et donc ils m'ont pas du tout intéressé. Alors qu'en fait, là, depuis 2-3 ans, je m'y réintéresse, mais sous un prisme un peu plus glorieux, où je m'intéresse plutôt au positif et j'en tire du développement personnel, où je me dis que finalement, dans chaque parcours de vie de ces hommes-là, de ces hommes et femmes-là, tu peux en tirer quelque chose de positif pour toi. Donc aujourd'hui, mon rapport à l'histoire, c'est que j'essaie de m'inspirer du parcours de personnages historiques et d'en faire quelque chose pour moi, tu vois, d'en tirer du positif. C'est un peu ça aujourd'hui mon rapport à l'histoire. Ouais, notamment donc l'histoire de France, surtout, nos origines. Voilà, je comprends tout à fait. Bah moi, c'est un peu différent. Donc moi, mon rapport à l'histoire, c'est je vais vraiment partir de l'origine. C'est quand ma grand-mère me racontait des histoires, tout simplement. Voilà, je sais qu'elle mettait le ton, elle mettait l'envie. Il y avait du talent elle avait des talents de conteuse, contrice, je sais plus comment on dit, mais voilà, elle savait raconter des histoires et donc moi j'étais bercé un petit peu en écoutant, en visualisant, en imaginant. Donc voilà, donc c'est toutes ces visualisations, imagination, transposition, je me mettais à la place. Bon voilà, c'est vraiment ensuite après par les films, les séries et puis en parallèle bien sûr par les professeurs d'histoire, mais au final très peu parce que bon, ouais, bon, les profs qui t'enseignent des matières, bon c'est comme pour tous les métiers. Je veux dire, il y en a qui sont passionnés, il y en a qui ne le sont pas. Bon, tu vois direct quand il y en a un qui n'est pas passionné. Euh, Comme tu disais, bon, même ceux qui sont passionnés, il y en a qui peuvent te traduire l'histoire. Bon, après, ils respectent le cadre de ce que l'éducation nationale veut qu'ils enseignent, hein, de toute façon. Mais voilà. J'ai eu, je crois, un bon prof d'histoire. Mais de manière générale, j'ai tout le temps été passionné, enfin, ouais, intéressé en tout cas par l'histoire. Je trouvais ça fascinant et puis même, enfin, je veux dire, quand, je sais pas si tu as étudié, toi, bah, tu as forcément étudié les passages, puis même vous qui nous écoutez, vous avez forcément étudié les passages des nuits sanglantes, des longs couteaux, des choses comme ça, enfin, que des passages de l'histoire sanglants, des trucs épiques. Je me disais, mais putain, mais c'était quoi cette époque de fou, quoi? Il se passait, ou quand le prof d'histoire évoquait les tortures, les trucs au Moyen-Âge, etc. Bon, je me disais, bon voilà, c'était épique. Et là, par contre, moi en géographie, tu vois, en géographie, j'avais vraiment du mal à être. Alors que c'est fascinant au final, l'histoire des cartes, l'évolution des cartes. La géographie, c'est de l'histoire, c'est pour ça qu'ils ont fait de l'histoire-géographie. Mais pour moi, un bon prof d'histoire, et le seul prof d'histoire que j'ai vraiment apprécié, c'est un mec qui arrivait à lier parfaitement et à transposer la géographie à l'histoire. Alors que tu sais, il y en a toujours qui. Bah, t'avais un cahier d'histoire et un cahier de géographie. Pour moi, je trouvais ça débile. Enfin, maintenant, je trouve ça débile. J'en avais pas forcément conscience à l'époque, mais maintenant, je trouve ça vraiment débile parce que, je veux dire, les cartes, y a pas de carte sans histoire. Il n'y a pas de carte sans bataille, sans guerre, sans conflit. Enfin, donc et là, ce que j'aime bien en géopolitique, pour moi, la géopolitique, c'est ça. Ça lie tout. L'histoire, le présent et la géographie. Donc voilà, Ben, et je effectivement, rebondis sur sur vas-y. l'histoire des cartes. Euh,
du coup, le fait que les gens aient enfin, aujourd'hui, du coup, c'est là où tu vois que le niveau en histoire, il est pas terrible, c'est quand il y a des conflits. Donc là, bon, cette année, on a quand même eu 2 conflits majeurs en Russie, enfin en Ukraine et un autre en Israël, enfin en Palestine. Tu vois le niveau de compréhension des gens qui est très très faible. Et les gens comprennent pas du tout. Euh, et ont une vision très binaire avec un méchant et un gentil. Et en fait, à partir du moment où tu as une vision hyper binaire, où tu parles d'un méchant et d'un gentil, c'est déjà que tu rien compris à l'histoire, quoi. L'histoire, justement, te montre que tout est complexe et que, justement, comme tu dis, que les cartes, si aujourd'hui il y a un conflit sur telle frontière et à tel endroit, c'est parce qu'il y a une historicité derrière. Et voilà, donc effectivement, c'est intéressant que tu étais sensible à ça, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens comprennent rien du tout. Et du coup, ont une vision hyper binaire. T'as le méchant envahisseur et puis t'as le gentil opprimé ou vice-versa. C'est beaucoup plus compliqué que ça, il y a une histoire derrière, quoi. Ouais, mais je pense que enfin, point Godwin. Mais je veux dire, l'histoire des nazis, tu vois, a effrayé le monde entier, je pense. Cette histoire d'Hitler a fait que maintenant, les cours sont. Je pense que avant la guerre, les cours étaient moins aseptisés, tu vois. Alors que là, ça fait l'homme blanc un peu nationaliste fait très peur. C'est pour ça qu'il est plus du tout représenté, que ce soit pas dans tous les films, etc. En tout cas en France, hein. Tu regardes les films Netflix ou les autres films. euh, pour moi, j'observe ça. Bah, c'est pour ça que du coup, dans l'histoire qu'on t'apprend à l'école, il y a beaucoup de prévention, donc c'est bien parce qu'effectivement, t'apprends que dans l'histoire, il y a eu des comportements horribles et qu'une guerre est horrible en fait. Ça, c'est bien qu'on te l'apprenne. Mais effectivement, on t'apprend que ça aujourd'hui, quoi. On t'apprend que le côté horrible de l'histoire et du coup, ça te donne pas du tout envie de s'y intéresser. Et puis, le problème, c'est que quand tu mets un jugement moral sur l'histoire, c'est pas bon parce qu'en fait, de toute façon. Enfin, comment dire, si tu pars du principe qu'il y a un méchant et un gentil, tu comprends rien à l'histoire, c'est ce que je disais, donc c'est bien de faire de la prévention, et c'est ce qu'ils essayent de faire, en fait, comme tu dis, parce que la Seconde Guerre mondiale a créé tellement d'horreur que ils essayent effectivement de faire de la prévention, mais il faut pas non plus rentrer dans du pathos, vraiment, avec le gentil et le méchant, sachant que on te parle des méchants nazis, mais si tu prends les Américains sous un certain angle depuis un siècle, ils ont fait des choses tout aussi horribles. Et si tu comptes, si tu fais un ratio en millions de morts, etc., etc., ça change tout de suite. Donc, mais bon, c'est là aussi où l'histoire est un formidable outil de manipulation. Et si on te dit que le méchant c'est les nazis, bah, derrière, du coup, les gentils c'est bah, les Occidentaux, les Américains. Et tu vois, c'est aussi une façon de te vendre le pouvoir actuel en quelque sorte, si tu veux. L'histoire, c'est un outil de communication au service de. C'est aussi un outil de communication, c'est pas que ça, mais ça sert d'outil de communication pour. Voilà, donc moi, le recul que j'ai, c'est de me dire ok, très bien, t'as eu cette horreur du nazisme, mais t'as aussi une horreur aujourd'hui qui est faite par nous, les Occidentaux. Et quand je dis nous, c'est on fait partie de l'axe occidental et les Américains sont nos protecteurs en quelque sorte. Et quand tu vois les horreurs qu'ont fait les Américains, tu parles de la bombe atomique, tu parles de plein de tout ce qu'ils ont fait au Moyen-Orient, etc. C'est absolument terrible. Et si tu veux, c'est marrant du coup, on t'apprenne que les méchants nazis, et puis on t'apprend que, du coup, derrière, il y a les gentils américains, les gentils occidentaux, les défenseurs de la liberté, etc. Mais c'est plus complexe que ça, et encore une fois, il faut s'enlever de la bouche le mot gentil-méchant. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Ouais, c'est ça. En fait, la vie, c'est pas du tout un film. La vie, c'est la réalité, donc c'est la jungle, donc c'est la loi du plus fort, entre guillemets, et la loi du plus fort, en découle forcément des opprimés et des oppresseurs. Donc après, je me dis que si peut-être qu'ils font ça aussi. Alors voilà, d'une part en prévention, mais aussi peut-être pour pas dégoûter les élèves, tu sais. Bon, sinon ils rentrent chez eux, ils ont un peu la mort. Mais, euh, mais si on compare par exemple la première journée de la semaine, il me semble, aux États-Unis, les élèves entonnent l'hymne national. euh, Alors qu'en France, bon, tu vois, t'as jamais vu ça, tu vois. Et c'est dommage. Et je trouve ça dommage.
Alors, selon toi, pourquoi en France, les petits écoliers ne chantent pas la Marseillaise le premier jour de la semaine? Bah, parce qu'on te vend quand même que le nationalisme est quelque chose de 100% négatif, alors que donc du coup depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale en France, attention dès qu'on te parle de patriotisme et de nationalisme, attention on crie au facho. Alors que effectivement comme tu dis aux États-Unis ils sont restés quand même très axés sur le drapeau, la nation, le patriotisme. Mais, euh, mais en France, du coup, on a un peu cette détestation parce que c'est ça qui aurait amené beaucoup de guerres avant, etc. etc. Alors que pareil, c'est beaucoup plus nuancé que ça, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais dans le discours ambiant, et comme tu dis, le problème c'est que si tu arrives à l'école et qu'on te dit que ton pays a fait des atrocités, enfin a fait des atrocités, pardon, si on te dit que les Américains, si on t'explique la réalité sur ce qu'est la politique américaine depuis un siècle et que c'est eux qui nous protègent, donc on est alliés avec eux et donc on est un peu co-responsable aussi. Ouais, comme tu dis, ça va un peu les dégoûter, et puis ça va. Le but de l'école, c'est quand même de fabriquer un bon citoyen. Donc, de toute façon, l'école, elle a ça de très limitant, c'est que elle n'est pas là pour faire de toi quelqu'un d'éclairé non plus totalement, quoi. Le but, c'est quand même que tu sois un bon citoyen. L'école, Docile. voilà, c'est ça, un minimum docile en tout cas, qui respecte l'État. Et après, quand tu vas dans des écoles, ingénieurs, écoles de commerce, on fait de toi un bon salarié. C'est quand même un peu ça la logique, hein. Le but, c'est pas de faire de toi quelqu'un De un libre atome et libre, d'éveiller. voilà, dit libre et éveillé. Donc Ouais. Et c'est là où d'éclairer, ouais. il faut sortir un petit peu de ce qu'on t'apprend. Et encore une fois, de toute façon, dès que la vision elle est binaire, gentil, méchant, je veux dire, les scientifiques qui nous écoutent savent très bien que en sciences dures, t'as pas de gentil méchant, c'est juste la réalité, elle est là. T'as une étude scientifique qui montre un phénomène, peu importe que ce soit gentil ou méchant, en fait. À un moment, t'as un phénomène qui existe, il est là. Bon, pareil en histoire. Donc pour revenir à l'histoire, euh, t'as un phénomène qui arrive, il n'y a pas à catégoriser gentil, méchant. Comme on le fait là sur les conflits cette année. Je veux dire, j'écoute même pas parce que ça me. Mais le niveau est très, très bas, quoi. Il n'y a pas gentil méchant, c'est un moment, une guerre. Et tu sais, on te montre des images et on te dit attention, regarde lui, ce pays-là, c'est terrible, les nazis, c'est terrible, les Israéliens, c'est terrible, les Russes, c'est terrible ce qu'ils font, etc. Mais de toute façon, une guerre est terrible. Donc en fait, à partir du moment où tu fais le petit mouton apeuré, tu sors de ton rôle de. Enfin, tu rentres dans l'émotion et tu sors de la compréhension, tu rentres dans l'émotion, tu n'es plus dans la rationalité. Donc justement, pour revenir au sujet principal, l'histoire et apprendre l'histoire te permet de sortir de l'émotion, de l'émotivité, de ne pas être manipulable. Si tu comprends vraiment ton histoire, ce que ton pays et ce que tes ancêtres ont fait d'horrible et de bon, bah, te permet derrière d'être plutôt éclairé, quoi. C'est justement ça le but de. Je sais que j'ai souvent le débat avec ma femme qui est plutôt scientifique, sciences dures. Du coup, je lui explique, voilà, le but de l'histoire, c'est quoi? C'est pas juste de raconter des choses et de se la péter dans un dîner en racontant des anecdotes. Le but, c'est d'être éclairé et de comprendre pourquoi telle politique est menée, tel conflit arrive, et de pas te faire manipuler bêtement, quoi. Oui, oui, en tout cas, la vraie histoire, pas l'histoire en tant que matière de l'éducation nationale. On est bien d'accord, il y a pas de méchant, il n'y a pas de gentil, ou alors on est tous méchants, en fait. C'est parce que on veut tous à un moment donné sauver notre peau, mais après il y a la morale qui vient aussi, qui rentre aussi en compte, hein. Mais bon, je reviens au sujet principal et pourquoi j'ai voulu lancer cette thématique parce que bah, là, tu sais et vous savez au final que je suis en train de me lancer avec ma compagne dans un projet d'investissement locatif. Et en fait, justement, ça nous a poussé à observer la géographie autour de nous, donc proche et un peu plus loin que la région lyonnaise. Et je suis tombé sur un compte qui était formidable, puisqu'il expliquait les zones de France, donc les zones géographiques. Et donc, tu sais, il expliquait un petit peu la Bretagne, comment était constituée la Bretagne, et tu voyais que, en fait, les grandes villes se concentraient au bord du littoral, etc. Et pourquoi c'était le cas, quelle terre agricole il y avait, quel pôle industriel il y avait. Et tout ça sont des facteurs qui vont nous intéresser parce que si on investit quelque part, c'est que le marché doit être porteur, il doit y avoir du passage, on doit attirer du,
du salarié, ou voilà. Donc, ou en tout cas du jeune actif. Voilà, notre cible à nous, ça sera du jeune actif. Pour choper du jeune actif, en gros, il fallait qu'on trouve la zone adéquate. Tout ça, voilà, ça nous a poussé à regarder la géographie. Et en parallèle de ça, moi, j'aime beaucoup l'histoire des cartes et donc de la politique, la géopolitique. Et je sais qu'à un moment donné, je regardais souvent les, les reportages qui expliquaient voilà, comment un territoire s'était étendu au fil des siècles. Et je trouvais ça passionnant parce qu'en fait, tu comprenais qu'à chaque fois qu'il y a un territoire qui s'est élargi, c'était au prix du sang, en fait. Et c'était. Donc, c'est marrant. Ouais, c'est clair, c'est l'histoire de. C'est que des conflits, hein, de toute façon. Ouais, non, c'est sûr. Hein. C'est dans notre nature d'animal aussi de défendre un territoire et d'en conquérir un autre. Mais oui, c'est passionnant hein, de voir. Tu vois que les villes sont toutes organisées. Quand tu découvres que les villes sont organisées généralement et sont situées près d'un cours d'eau pour justement favoriser le commerce, etc. Quand tu vois ça, quand tu vois que Lyon avant, du coup, exportait, tu sais, avec les canuts, etc. et tout ce qui était lié au tissu et du coup était favorisé parce qu'en étant près du Rhône et de la Saône, pouvait effectivement faire beaucoup de commerce maritime. Quand tu vois que la maison dans laquelle je suis là, c'est un Italien du 15e siècle qui est venu habiter là parce que justement il faisait du commerce. Il était venu faire du commerce d'Italie, il était venu à Lyon pour faire du commerce parce qu'à l'époque c'était un petit peu the place to be pour faire du business. Quand tu vois que... voilà, où tu vois, à un moment on était allé dans la vallée de la Loire avec Marine et on avait tu vois, t'avais des châteaux partout quoi, t'avais des châteaux tous les 3 mètres et en fait t'apprends qu'à l'époque ils avaient créé plein de châteaux parce que c'était pour lutter contre l'envahisseur anglais et du coup ils avaient construit des châteaux tous les 2 kilomètres. Tu vois, tous les 2 kilomètres là-bas, tu vois, dans la vallée de la Loire t'as des châteaux partout, donc d'ailleurs ça m'intéresserait beaucoup de faire le tour de ces châteaux-là. Un jour, j'aimerais bien trouver un copain qui soit prêt à le faire avec moi, mais de faire justement ce tour un peu des châteaux de la vallée de la Loire. Et ouais, t'as un château tous les kilomètres, et t'apprends que c'est parce que t'as eu un moment l'envahisseur anglais, donc ils avaient fait des châteaux j'allais dire tous les 500 mètres, tu vois, mais c'est presque ça. Ouais. Mais justement, dans une des vidéos, on voyait que c'était un gros pôle touristique en France, parce qu'il y avait, voilà, comme tu dis, des châteaux tous les kilomètres. Et je savais pas du coup par contre que c'était pour défendre les envahisseurs anglais, mais tu vois, moi je trouve ça fascinant. Moi je sais que par exemple ma compagne, là elle est pas du tout... l'histoire ça la touche pas tant que ça. Et je pense qu'il y a plein de gens comme ça hein, qui sont pas... alors que moi ça me fait vraiment vibrer. Alors pour un peu que l'histoire soit bien racontée, enfin bien racontée. C'est qu'il faut bien, qu'on te l'ait bien vendu aussi quoi. Faut bien ouais, voilà, mais c'est ça, faut bien la vendre, faut la vivre en fait. Je pense qu'il faut la vivre pour bien la transmettre, l'histoire. Et là, on revient à, comment dire, la crédibilité. Je veux dire, un pauvre prof d'histoire qui est là, il va te raconter la guerre, alors que bon, le mec, il a un corps de ficelle, il sait pas ce que c'est l'aguerrissement, il a pas proprement parlé de baloche. C'est compliqué en fait, tu vois. C'est compliqué de transmettre l'émotion et tout ce tout ce qu'ont vécu les soldats français dans les tranchées, par exemple, tu vois. Alors on t'emmène quand même hein, parfois. Moi je sais que j'avais été voir un poilu dans le musée de la Résistance. Tu sais, on t'emmène quand même voir à des moments, visiter quand même des lieux. Et on t'emmène voir des mecs qui ont vécu, mais trop peu. Hein. C'est-à-dire que ouais, c'est clair que, enfin, comme on vient de dire, l'histoire est faite essentiellement de guerres et de conflits. Donc si tu te la fais raconter par quelqu'un qui a jamais vécu une guerre et qui justement est pas quelqu'un qui a jamais connu la guerre, c'est vrai que tout de suite c'est pas incarné quoi par lui. L'histoire des religions pareil, si c'est un non religieux qui te la raconte, c'est quand même beaucoup moins d'impact que quelqu'un qui est religieux, je suis désolé. Donc oui, il faudrait qu'en fait dans l'idéal, c'est un concept intéressant, mais il faudrait que dans l'idéal chaque partie de l'histoire soit racontée par quelqu'un qui l'incarne vraiment, tout comme quand on te raconte justement le nazisme, généralement on t'emmène voir soit des personnes qui ont été déportées ou dont les ancêtres ont été déportés, etc. Ben, c'est pareil, quoi. C'est bien de se la faire raconter par des gens qui l'incarnent, ouais, ça c'est sûr.
Ouais, je me souviens que. Mais moi, c'était avec l'armée, du coup. Pendant nos classes, on était allé voir Verdun. On était allé visiter à Verdun un petit peu les bunkers et tout. Donc, ouais. Et ce qui est fascinant aussi, c'est les. Moi, de plus en plus, je regarde les monuments religieux. Je me dis, mais tu sais, c'est pareil. T'as quand même en France une église tous les kilomètres, quoi. Une cathédrale dans toutes les grandes villes, une basilique, un truc de fou. Quand tu vois que ça prenait un siècle ou deux pour se construire à chaque fois en ce qui concerne les basiliques et les cathédrales. Et quand tu vois le nombre d'églises qu'il y a, le nombre de croix qu'il y a de partout, etc., tu te dis que les gens devaient vraiment être. Enfin, je me mets dans la peau de ces gens-là et je me dis, ils étaient vraiment, 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 comment dire, impliqués là-dedans et ils étaient vraiment dans beaucoup de. Enfin, beaucoup de symbolique, quoi. C'est-à-dire, je construis ma maison, je vais mettre une croix au-dessus de la maison et partout dans la maison, et puis une fois qu'il y a le village, je vais construire une église. Et une fois qu'il y a l'église, je vais mettre des croix un petit peu partout sur les chemins, etc. Pour protéger l'endroit. Enfin, les mecs, je vais essayer de me mettre dans leur état d'esprit. Je me dis, tu vois, le mec grimpe une montagne la plus haute du coin à côté du village, il va poser une croix en haut. T'as vu la taille des croix quand même, des calvaires là qui sont posés. Enfin, tu te dis, les mecs étaient vraiment à fond et ils étaient vraiment dans très très pieux quoi. Enfin, ils étaient vraiment dans cette crainte, je pense, et dans cette croyance cette fois de fou pour avoir l'idée à un moment de se dire allez, on va passer 2 siècles à construire un édifice. Il faut et tu sais qu'en plus tu vas mourir, tu verras peut-être pas la fin de l'édifice que tu es en train de construire. Enfin, t'imagines, ça revient à toi, imagine tous les jours, là, on va bosser ensemble et on va construire un monument dont on verra pas la fin. Enfin, Ouais, ouais, ouais. ça paraît fou aujourd'hui, quand tu sais qu'aujourd'hui tu cherches tout de suite la récompense très très immédiate. Ouais. Ton building, il est prêt en 1 an, 2 ans. C'est ça. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bah, moi, je vis dans le centre de Lyon. Ah bah toi, t'es bien Et placé. par exemple, là, je me suis amusé à compter par la fenêtre là, combien je voyais de croix. Mais j'en ai compté 6. Ah bah oui, oui, juste d'une fenêtre quoi. Juste en tournant la tête d'une fenêtre, j'en compte 6 là. Ouais, j'habite juste à côté d'une grande cathédrale dans le centre de Lyon. Ouais, ouais, c'est démentiel quoi. C'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Bah, Tu là, commences à construire un machin que tu verras pas fini en fait. c'est fou. C'est juste incroyable Ouais, quoi. c'est fou. Tu commences à retaper ton Et appart et tu sais que tu ne verras pas la fin de ton appart retapé quoi. C'est beaucoup plus que ça. Mais je veux dire, si on doit prendre une comparaison à aujourd'hui, tu commences une rénovation dont tu verras pas la fin du truc. ouais, ouais. Et pour le collectif. Non mais Exactement. grosse prise de conscience que tu peux pas avoir si t'as pas cet attrait pour l'histoire. En C'est fait, ça. c'est ça qui est dommage, tu vois, chez les gens qui sont pas. L'histoire, c'est d'où tu viens. Comment tu veux. En fait, pour moi, comment tu peux envisager ton futur, mais vraiment le modéliser, regarder loin devant toi, prévoir, construire. Comment tu peux l'envisager si tu sais pas d'où tu viens, si tu sais pas d'où tes ancêtres viennent, si tu sais pas d'où. Et moi, je trouve ça dommage, c'est vrai. J'ai eu le Là, débat, j'ai eu le débat avec ma femme récemment sur, tu sais, je disais, moi j'ai quand même cette envie un jour une fois que vraiment financièrement je trouverais que je peux me permettre de prendre 10 heures de ma semaine pour faire un truc, un loisir, j'aimerais bien à un moment créer une œuvre qui me dépasse, tu sais, et qui me survive entre guillemets et faire je sais pas, ça pourrait être un livre, ça pourrait être n'importe quoi. Tu vois, ma mère en ce moment elle est à fond dans la peinture. Je sais que mon grand-père, qui a fait beaucoup de dessins, on a gardé des œuvres d'art à lui, enfin des œuvres d'art. Il faisait du dessin, tu vois, ça allait du livre de la jungle où il dessinait tu sais, la jaquette un peu de la VHS ou à des paysages ou des trucs comme ça. Lui, il était plutôt BD, tu vois. Mais mine de rien, ces tableaux, tu vois, on les a encore aujourd'hui. J'en ai un chez moi, ça lui a survécu, tu vois. Et ma mère, pareil, avec toutes les peintures qu'elle fait actuellement, bah voilà. Et moi, je me dis, j'aimerais bien, tu vois, un jour créer une œuvre qui me survive. Et du coup, Marine me disait qu'elle, elle s'en fout, quoi. Elle cherche pas, elle a pas du tout cette recherche-là donc c'est vrai que je pense que t'as des gens à qui ça va intéresser de marquer un peu l'histoire en laissant un truc qui reste. Et puis t'en as effectivement qui ont pas forcément cette motivation-là derrière. ouais, mais c'est vrai que moi, j'y ai jamais vraiment pensé, d'autant plus que plus on avance dans le temps, plus les technologies. Enfin, on parle de métaverse maintenant, il y a le métaverse. À l'époque, bon, là, on a tous une photo de notre grand-père ou arrière-grand-père, bien ancienne, bien conservée.
C'est déjà une prouesse de l'avoir conservé dans le temps. Alors que là, bon, voilà, tout est sur Internet. Donc, comme tu dis, ouais, c'est dur déjà de trouver matière à créer quelque chose qui te. Enfin, voilà quoi. Donc, sinon, oui, c'est un bouquin. Sinon, ouais, une statue. Ouais, mais une œuvre, en fait, c'est l'art, en fait. L'art, enfin, je crois qu'un peu une définition de l'art, c'est justement de créer des choses qui te survivent. Et typiquement, les monuments que tu as à côté de chez toi à Lyon, là, mine de rien, le fondateur, l'œuvre lui a survécu, quoi. Donc, ou même, tu vois, là, l'Italien qui a fait construire cette baraque, Ouais, il a laissé son, comment on dit, son blason à un endroit de la maison. Ça lui survit aussi. Donc ouais, ça peut même. Après, les enfants, c'est aussi ça, hein. Alors, je dis pas que c'est comparable, mais quand tu fais des enfants, c'est une partie de toi qui te qui te survit aussi. Et puis, mais ça peut être ouais, un livre, une peinture, ou même une maison que tu as rénovée, que tu as gardée de en. l'immobilier, ouais, voilà. Voilà, de l'immobilier, tu vois. Là, justement, pour reparler de cette maison, ça faisait 5 générations qu'il l'avait. Donc ça a survécu à 5 générations d'une même famille. Donc aujourd'hui, c'est moi qui la reprends avec ma femme. Bah, tu vois, tu vois, dans ma tête, pareil, en fait, tu prends conscience que tu as une petite responsabilité quand même. C'est que tu te dis, il y a 5 générations d'ancêtres de cette famille qui te regardent et qui disent, bon, mon gars, on s'est démerdé pour que la maison, elle tienne debout, donc fais pas n'importe quoi. Et tu te mets une petite responsabilité, tu te dis quand même. Et puis, tu aimerais bien peut-être que tes enfants, plus tard, héritent de la maison, qu'elle soit en bon état, qu'elle soit saine et qu'ils aient un truc sympa après à eux. Et voilà, tu vois, typiquement, on va fêter Noël chaque Noël, on va le fêter dans la maison de campagne de ma grand-mère. C'est une maison qu'ils ont depuis les années 70, je crois. Bah, c'est génial, mon grand-père, il a fait construire cette maison, il est plus là aujourd'hui, mais tu te dis, tous les ans, toute la famille se réunit dans cette maison pour fêter Noël. Je trouve Ouais, que tu vois, c'est une belle transcendance aussi, quoi. ouais, bah oui, bah alors, ouais. Du coup, si on parle de l'immobilier, dans ce cas, bien sûr, c'est ce que tu laisses à tes enfants, c'est ce qui te dépasse. Ouais, ouais, mais C'est clair. d'où l'importance je pense, à avoir quand même cette petite curiosité. Bah, c'est encore une fois, c'est de la curiosité. On abordait ça dans des précédents podcasts. C'est super important. Là, d'où tu viens, je Bah, sais pas, qu'est-ce qui ça fait que tu es t'enracine, ouais. là. Ouais, ça Ça t'enracine. t'enracine. Alors voilà, ouais, du coup, ça t'enracine. Mais quand on est bien enraciné, après, quand on est bien établi dans la vie, bah, on peut que pousser, on peut que bien grandir en fait. Donc c'est super important de savoir d'où tu viens pour savoir où tu vas. Et voilà, je trouve. Mais après, je pense que c'est comme toute passion, ça s'apprend, ça se transmet, ça s'apprend. Mais c'est vrai que pour le coup, ça peut être inné. Ça doit dépendre, ça dépend forcément des gens, hein. Comment on te la Ça raconte, dépend ouais, forcément. ouais, c'est clair. C'est clair, et puis si t'as baigné quand t'es petit, tu grandis dans une bibliothèque avec plein de livres d'histoire, je pense que ça aide un petit peu aussi. Mais même rien qu'à l'école, quand on me racontait les mecs dans les tranchées, j'avais les yeux grands ouverts, j'étais là, j'écoutais. Moi, j'étais fasciné, bah ouais, c'était. Ensuite, tu les regardais à la télé, tu les regardais dans les films, etc. C'est ça aussi peut-être qui m'a donné cette envie plus tard d'être militaire. Parce que moi, on m'a quand même transmis, que ce soit à l'école ou peut-être en famille, mais après, on a fait les scouts aussi, hein. On a fait les scouts. Nous, il faut savoir qu'on est quand même issus d'une famille catho, clairement. Enfin, une partie de notre famille, en tout cas, est issue enfin, on est catho. Et donc, on a fait les scouts d'Europe. Donc, c'est bien que les gens le sachent aussi, parce que moi, je sais qu'il y a une autre partie de ma famille qui était plutôt bien de gauche, etc., et qui prenait ça et je me rappellerai toujours, qui avait fait l'association des scouts d'Europe aux jeunesses hitlériennes, etc., tu vois. Donc, Ah ouais, et ça pareil, m'avait hein. marqué, Pareil, ça m'avait marqué, en fait. j'ai eu cette binarité-là aussi où toute une partie de ma Ah famille ouais? était pas du tout catho, voire anti-catho, et ouais, ouais, comme toi, on m'avait parlé de ça aussi. Scout d'Europe avait beaucoup cette image de néo-nazi, je sais pas quoi. Ouais, l'uniforme, c'est des jeunes, mais en réalité, nous, ce qu'on a vécu, bah, c'est bien comme ça qu'on donne notre expérience des scouts aux gens un peu plus en profondeur.
c'est toujours intéressant. Nous, ce qu'on a vécu, c'était quoi? C'était mais une putain de cohésion entre des jeunes de notre âge, avec des bonnes valeurs, enfin des bonnes valeurs, avec des bonnes valeurs, qui partageaient les mêmes valeurs, issus de milieux plutôt différents au final. Hein. Je me rappelle, on se réunissait, on allait à la messe, etc. Ensuite, on participait à des activités, on s'aguerrissait entre guillemets. Je veux dire, il faut quand même parler de ce qu'est la sioule. François, explique-nous ce qu'est une sioule, comme qu'on rigole un coup. Putain, c'est quoi? C'était une sorte de rugby, non? C'était ça, non? Ben non, mais non, attends, mais je l'ai plus, je me souviens plus. la sioule, mais si, la sioule, c'est un rugby sans règles. Ah voilà, Voilà, c'est ça, t'as un ballon. Le but du jeu, c'était de choper le ballon. Donc, t'avais deux équipes. Et c'était un truc de bourrin. Et j'ai revu passer ça il n'y a pas longtemps sur les réseaux. Et ça m'a fait un flashback. Mais, alors, et puis voilà, donc c'est le côté aussi, c'est que des jeunes hommes qui se réunissent et T'as qui les femmes aussi. s'aguerrissent. Oui, c'est juste que non-mixité, Oui. c'est-à-dire que t'as les femmes d'un côté, les Y a hommes de pas- l'autre. Ouais, c'est ça. Mais comme on disait au tout début, c'est que t'as tellement cette peur du retour du fascisme et du nationalisme, etc., machin, que le moindre petit truc qui laisse présager que c'est un peu catho, que c'est un peu tradi, que c'est un petit peu axé autour de valeurs patriotiques, etc., le moindre petit truc, tout de suite on crie au fascisme. Mais bon, si... Là, en 2023, même le fait de dire esprit sain dans un corps sain, c'est déjà du fascisme, en fait. Donc j'ai envie de te dire, ça m'étonne pas que les scouts soient considérés comme un truc de facho aussi. Si on parle de ce principe-là aujourd'hui, de toute façon, même si tu parles d'hommes et de femmes, c'est limite du fascisme. Donc bon, c'est compliqué. Ouais, non, mais là, c'est une dimension. Non, mais après. C'est compliqué. Oui, c'est vrai. Mais oui, alors effectivement, pour revenir au scoutisme, on était séparés. Donc il y avait les louvettes, il me semble, c'est ça, les louvettes et les scouts. Et ensuite, il y avait au-dessus, non, louveteaux, louvettes, scouts. Et c'était quoi pour le féminin, les scouts? Les guides Guides de France Ah, c'était des guides? Non? Ah ouais? Peut-être. Non, mais je veux dire, l'équivalent scout d'Europe pour les féminines. Ouais. Comment c'était l'application? Il me semblait que c'était Guide de France, non? Attends, je regarde. Il me semblait que c'était Guide Pourquoi de France. guide de France? Scout et Guide ça de fait France. partie des scouts d'Europe. Pardon, d'Europe, pardon, excuse-moi. Mais Scout et Guide Guide d'Europe et d'Europe. Scout et Guide de France, mais je crois que pour les filles, c'était Guide. Hein. Ok. Guide d'Europe, Association des guides et scouts d'Europe. Est-ce que les guides, c'était pas le niveau au-dessus, entre guillemets, au niveau de l'âge? Des tu sais scouts. Si. Oui. Après, il y avait les éclaireurs. Ah non, c'était éclaireur, ouais, voilà. Donc en fait, t'étais scout, t'étais louveteau, scout, et après t'étais éclaireur. Mais si t'étais une fille, t'étais effectivement louve ou louvette, je sais plus. Et t'avais Louvette, le ouais. guide après c'était guide. Hein. Dites-nous en commentaire si Ok. on se trompe, s'il y a des scouts qui nous suivent. Mais je crois que c'est ça. Hein. Bah ouais, puisque guide et scout d'Europe, ouais, c'est ça. La dernière fois, je passais en vélo là en bas de chez moi et Éclaireuse. je trouvais justement. Louvette, ah bah ça c'est bon, Éclaireuse. j'ai, pardon, je te Ah, coupe. vas-y. Louvette, éclaireuse, équipière pilote, ça rigole pas. Louveteau, éclaireur, équipier pilote. Voilà, comme ça on aura dit le... Bah, nous, on était des éclaireurs. Et bah nous on était des éclaireurs, ouais, c'est ça. Bah toi t'as fait les louveteaux, hein, moi j'ai pas fait. Non, pas toi. Oui, Non, moi c'était- j'ai fait les louveteaux, mais Si, je t'as suis fait passé louveteau, ouais. éclaireur très vite. Hein. Bah oui, c'était l'année d'après, je crois que t'as eu un an de Ouais, t'as un j'ai an de fait une moins, année de c'est louveteau, un ouais. truc, ouais. Ouais, puis Non, ça aussi, ça a dû me transmettre un peu la passion de l'uniforme, etc. Puis je veux dire, on a rencontré là-bas des personnes iconiques quand même, avec des bons caractères. Non, c'était une super expérience et je pense que mes enfants vont y passer. Hein. Si jamais j'en ai, hein, bien sûr, c'est sûr que je vais les envoyer là-bas. Ouais, moi aussi, je pense. Au moins 2-3 ans pour voir un peu, l'ambiance. Et puis voilà, j'aimerais bien ça, rugby, un peu sport de combat. Et puis après, ils feront ce qu'ils veulent. Hein. Mais ouais, l'idée c'est de les initier. Et puis après, ils choisiront. Ouais, c'est puis clair. même je trouve ça plutôt pas mal d'un point de vue réseautage. Récemment, je parlais avec un ami qu'on a en commun et il me parlait de son oncle. Et son oncle, c'est un prêtre assez connu en région lyonnaise il a arrêté sa carrière, sa vocation de prêtre pour se marier avec une jeune protestante. Et ce mec-là, il était proche de Jean-Michel Aulas, je crois. Ok. Très proche même de Jean-Michel Aulas. Et en fait, il est dans un espèce de groupe, enfin un réseau de chrétiens entrepreneurs.
Donc ça s'appelle les entrepreneurs chrétiens de France ou un truc comme ça. Et j'ai trouvé ça pas mal, tu vois. C'est sans doute le côté protestant, hein, qui l'a orienté vers l'entrepreneuriat. Parce qu'en réalité, les cathos, ils sont plutôt... Mais bon, après tout ça, c'est à découvrir encore, hein. Je dois bien sûr parfaire mon éducation religieuse et d'homme du monde, hein, pour discerner un petit peu les détails justement du protestantisme, du catholicisme, etc., de l'orthodoxie. Mais tout ça, ça me passionne, donc c'est forcément des trucs que je vais aller fouiner. Et, et donc, bah, justement, je pense qu'à l'occasion, on en parlera peut-être après en privé, hein, mais ça peut être intéressant de participer à un séminaire pour voir. Bien sûr, ouais, c'est clair. Tiens, bah, en parlant de réseau, hier, je me suis fait un pote à la boxe qui a peut-être 45 ans. Il a fait 20 ans à la brigade criminelle et là, il est à la brigade financière maintenant. Il est flic. Ouais, c'est juste pour l'anecdote, du coup, ça m'a fait marrer, du coup, hier. Excellent. Ouais, non, bah, c'est des parcours... des bons parcours, quoi. Donc lui, son job, ouais, c'est vraiment d'aller chercher les mecs qui viennent pas aux convocations. Notamment quand il était à criminel, il intervenait sur tout ce qui était violence, viol, choses comme ça. Et donc en fait, le mec, il arrive, il enfonce la porte, il débarque, quoi. Et du coup, il a fait 25 ans de rugby. Et là, son médecin lui a dit, bon, t'as 45 ans, rugby, il faut que t'arrêtes. Du coup, il s'est mis à la boxe. Du coup, le mec, il fait de la boxe. Il l'a pas dit à son médecin. Ah, mais c'est génial, quoi. Il me dit ça, il me dit, ouais, elle veut plus que je fasse de rugby. Bah, du coup, je fais de la boxe. Putain, trop envie de dire, mec. Putain. Donc, trop bien. Ouais, bon gars. Et tu sens que. Donc ouais, il a dû en voir des sympas. Donc ouais, mais c'est des milieux où tu rencontres des gens de valeur. Et comme je le disais au tout début du podcast, Toujours. pour avoir vécu dans plusieurs milieux et comme notamment sur les partis politiques différents, donc je suis allé quand même dans des partis politiques de tous bords, faire un tour. Je suis pas resté longtemps à chaque fois, mais ouais, tu vois quand même qu'il y a des endroits où tu rencontres plus d'hommes de valeur que d'autres, d'hommes et de femmes de valeur évidemment. Et ouais, c'est pour ça qu'il faut bien choisir, comme tu dis, pour ses enfants. En tout cas, pas choisir pour ses enfants, mais il faut les initier dans des bons trucs et pour soi aussi, se mettre dans des bons réseaux, parce que je pense que tu as des réseaux qui se valent, tous les réseaux ne se valent pas, quoi. Petite anecdote, là, pour étayer ce propos, j'ai vu que la proportion de mecs qui commandent sur Uber Eats et Deliveroo était plus importante chez les gauchos, chez les gens de gauche, que chez les gens de droite. Bon, j'ai trouvé cette stat amusante. Après, j'en tire aucune conclusion. Je dois encore peaufiner mon analyse. En fait, gauche, le problème c'est que, bon, à l'époque, t'avais des vrais mecs de gauche, enfin les mecs qui bossaient, les ouvriers, tu vois, voilà, ça, toute la classe ouvrière, etc., qui était à gauche, c'était des gens valables. Et là, aujourd'hui, la gauche, ouais, c'est devenu du babos, c'est devenu des gens qui travaillent pas. Déjà, le rapport au travail, déjà, t'en as plein qui travaillent pas, déjà. Enfin, voilà, je le dis, c'est du vécu. Je pense que si tu regardes des manifs, tu le verras aussi. Donc, c'est des gens qui travaillent pas ou qui travaillent dans des secteurs... peu, voilà, c'est ça. Et du coup, bon, un vrai gars un vrai ouvrier de gauche des années, tu vois... 70-80, si vous voyez aujourd'hui ce que c'est devenu, je pense qu'il se retournerait dans sa tombe. Donc ouais, non, mais c'est... Ouais, donc là, aujourd'hui, comme tu dis, c'est devenu des gens qui ont des valeurs, mais qui les incarnent pas dans leur vie, quoi. C'est-à-dire qu'ils travaillent pas... Mais plutôt, est-ce que tu dirais pas plutôt même plus avant, genre avant mai 68, tout ça parce que je pense que c'est après mai 68 que justement les ouvriers de gauche, c'est parti un peu en couille avec... là, je reprends clairement les boomers en fait. Ouais. Je reprends le concept de tonton là, c'est que tu passes de avant mai 68 où la gauche c'était défendre les classes populaires face au capitalisme et tu vois défendre leurs acquis sociaux. Tu passes d'une lutte sociale à aujourd'hui une lutte sociétale où tu promeus le droit des femmes, le droit des gays, qui est important, hein, mais je veux dire aujourd'hui c'est devenu leur cheval de bataille.
alors que finalement, la lutte sociale pour justement maintenir ces acquis sociaux, ça concerne tout le monde en fait. Ça concerne les hommes, les femmes, les hétéros, les gays, etc. Et ça, c'est très. La lutte des classes, ouais, ça concerne tout le monde. Enfin, de la classe sociale, de la classe populaire évidemment. Et ça, du coup, aujourd'hui, on n'en parle plus, quoi. Donc, on te parle de plein de sujets de société. Mais par contre, défendre les acquis sociaux, bah, t'as plus grand monde qui en parle. Et donc, c'est un peu de la poudre, tu vois. C'est un peu... Mais tout ça, ça noie le vrai sujet. Oui, voilà. Donc, tous ces sujets annexes, et j'en parlais justement donc, à mon frère, qui est, lui, pour le coup, profondément de gauche. Bon, il est prof de maths, donc... Mais voilà. Et je lui demandais justement, pour lui, quel était le plus gros combat parmi tous les combats de la gauche actuelle. Et donc j'ai évoqué la lutte des classes. Et donc il m'a dit oui, la lutte des classes évidemment. Mais, et là il m'a cité plein d'autres combats qui au final découlent, qui découlent de la lutte des classes. Parce que voilà... si tu luttes... Après, c'est... Bah, Cohn-Bendit, il disait qu'aujourd'hui, le but, c'est de défendre les minorités face à la majorité. Je pense que ça résume bien la gauche aujourd'hui, ce qu'elle fait, c'est de défendre toutes les minorités face à la majorité. Enfin, en tout cas, dans le discours, c'est ce qu'elle essaie de faire. C'est un peu ça, non? Peut-être qu'il a dû répondre. Voilà, c'est ça. Ouais, du coup, c'est ça, ouais. C'était le sexisme, beaucoup le sexisme qui revient souvent... Bah, c'est important, mais je veux dire, à un moment, par contre, c'est important, mais si à la fin du mois, dans ton couple, ton mari, il est moins sexiste, mais par contre que tous les deux, vous avez perdu 20% de pouvoir d'achat, si tu veux, il y a un moment où, il y a aussi, entre guillemets, il faut pas oublier un combat pour un autre, quoi. Et aujourd'hui, le problème, c'est que, vu que... il y a 10 000 combats. Bah, voilà, vu qu'ils ont multiplié les combats sur plein de trucs, et qu'ils ont surtout arrêté de combattre face à l'industrie et tu vois de défendre les acquis sociaux et que aujourd'hui ils sont clairement en fait la contradiction si tu veux c'est pas de moi encore une fois c'est tonton vu qu'ils sont ouverts au mondialisme et que ils sont ouverts au mondialisme forcément bah du coup tout ce qui est protection sociale ça vient de l'État en fait et quand t'es mondialiste et que t'es ouvert à la mondialisation donc tu acceptes que le rôle de l'État soit de moins en moins amplifié. important. Voilà. Et du coup, qui protège les travailleurs à un moment, c'est l'État. Enfin, je veux dire, tu n'as aucune institution, voilà. L'Union européenne ne protège pas l'État. Donc à partir du moment où tu dis OK, quand Mélenchon il dit OK, nous on est pour l'ouverture des frontières et que l'État ait le moins de rôle à jouer là-dessus possible et que voilà, je veux dire à un moment, du coup, protection des travailleurs, zéro. Donc protection des minorités, donc les immigrés très bien, ils sont entre guillemets peut-être mieux lotis, mieux protégés et encore, franchement, c'est que du discours parce que tu regardes la vérité, je suis pas sûr qu'un immigré aujourd'hui soit mieux reçu qu'avant. Je suis pas bien du tout placé pour en parler, mais j'ai pas le vécu nécessaire pour le savoir, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que, à un moment, par contre, au niveau des acquis sociaux, aujourd'hui en France, on s'y retrouve pas du tout. Et oui, il y a un moment, tu te dis, l'État a de moins en moins de place, il faut que l'État ait de moins en moins de rôle et que, voilà, on soit ouvert à la mondialisation. Ouvrir à la mondialisation, c'est, à un moment donné, ça profite forcément beaucoup plus à l'industrie, ça amenuise le rôle de l'État et le pouvoir de l'État, et qui protège les travailleurs, c'est l'État. Voilà, qui protège les petits travailleurs, c'est l'État aussi à un moment. Donc voilà. D'ailleurs, c'est une vidéo que je suis en train de faire, tu sais, pour mon business là. Je suis en train d'expliquer dans une vidéo effectivement que il faut que justement les petits indépendants utilisent vraiment à fond les outils de communication qu'ils ont à leur disposition parce que sinon ils vont continuer de se faire sinon tu continues de te faire écraser par l'industrie. Aujourd'hui l'industrie, j'explique dans la vidéo qu'ils ont des agences de pub à leur service, ils ont les médias à leur service, surtout la télé-radio, presse écrite. Et du coup ils ont tout un terrain de jeu pour faire de la pub, de la communication médiatique et vendre leur cam, alors qu'aujourd'hui un indépendant aujourd'hui il a quand même les réseaux sociaux, donc tu peux aujourd'hui créer ton propre média, donc tu peux avoir de l'influence, les influenceurs typiquement tu vois, avant pour avoir de l'influence il fallait passer à la télé, et pour passer à la télé il fallait avoir un pote, il fallait connaître des gens. Aujourd'hui tu crées une page Instagram, tu as de l'influence tu vois. Et aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, tu n'as plus l'excuse non plus de dire j'ai pas de salariés, alors que l'industrie, ils ont des milliers de salariés qui travaillent pour eux. Ouais, mais aujourd'hui, tu as quand même plein d'outils d'automatisation dans le digital, dans l'intelligence artificielle, qui te permettent aujourd'hui. Donc aujourd'hui, même en tant qu'indépendant, plutôt que de faire de la politique, moi, c'est ce que j'ai voulu faire à un moment. J'ai voulu faire de la politique, mais en fait, la vraie influence que tu peux avoir, c'est de monter une entreprise,
d'avoir de l'influence en communiquant sur des choses et par les produits que tu vends aussi promouvoir des valeurs et c'est ce que tu fais toi. Typiquement, tu vois, tu t'es pas inscrit dans une association politique pour faire des manifs à la con. Non, ce que tu fais, c'est que tous les jours dans ta communication, tu essaies d'emmener des jeunes, parce que c'est quand même majoritairement des jeunes qui te suivent, vers des valeurs positives. Et quand, par les produits que tu vends et les services que tu vends, tu les emmènes vers une meilleure santé. Ça, a 10 fois plus d'impact que n'importe quelle manifestation, mouvement politique, quoi. Ouais, bien sûr, bah voilà, on vit dans l'ère du numérique, donc effectivement, maintenant, plus t'as de followers, plus t'as de visibilité, plus ton compte a de la valeur, ça, en partant de zéro, avec l'aide maintenant de l'intelligence artificielle, etc., bah, tu t'en sors très bien, t'as plus d'excuses de j'ai pas d'idée, j'ai pas de machin, non, Maintenant, en fait, et j'en parlais avec une coach, là, ça fait 1 an qu'elle doit se lancer, bah, je la salue si elle nous écoute, peut-être que d'ici là... quand ce podcast sortira, elle se sera lancée, j'espère pour elle. Mais voilà, depuis 1 an, elle hésite à se lancer. Parce que oui, peur, syndrome de l'imposteur. Pourtant, ça fait 1 an qu'elle est diplômée. Et il y en a plein, il y en a des milliers, des coachs comme ça, t'en connais, je pense, plus que moi d'ailleurs, qui ont voilà, cette peur de se lancer, cette peur ouais, cette peur du regard des autres, etc. Alors que je pense que là, tous les petits artisans, n'importe qui, même les restaurateurs, n'importe qui, n'importe quel corps de métier, sauf les fonctionnaires, où forcément ça n'a pas le même objectif. Mais tous ceux qui veulent faire du profit et aider les gens à travers leur entreprise devraient communiquer sur les réseaux sociaux. Parce que c'est de la pub gratos en fait. Enfin gratos non, parce que c'est du temps que tu passes, mais au final... La communication, c'est l'enjeu majeur aujourd'hui, quoi. Tu peux pas te passer de communiquer. Et tiens, d'ailleurs, ça fait une très bonne transition. Tu sais, je voulais aborder le sujet des franchises pour coach sportif et de créer sa marque. Là, il m'est arrivé un truc la semaine dernière, c'est que j'ai critiqué sur les réseaux sociaux, donc par ma communication, j'ai critiqué un système de franchise pour coach sportif. Donc, quand tu es coach sportif, pour vous mettre en situation, donc Kevin, quand il s'est lancé il y a quelques années en sortie de son diplôme, tu peux soit te salarier, soit travailler dans un club en tant qu'auto-entrepreneur, donc c'est déjà à la limite de la légalité, les clubs là-dessus sont très borderline, soit tu peux créer ta marque de coaching et tu vas coacher les gens chez eux, tu vas coacher les gens à l'extérieur, tu vas les coacher en ligne comme fait Kevin, tu peux les coacher en fait partout où tu veux. Et donc moi je suis là-dessus, c'est-à-dire que moi je forme des coachs sportifs pour qu'ils créent leur marque, comme Kevin le fait, et qu'ils aient leur propre système pour acquérir des clients, qu'ils aient leur propre système pour coacher en ligne, et qu'ils aient leur propre visibilité, leur propre système de communication. Bon. Et tu as un système qui s'appelle Domicile Gym, en France aujourd'hui, qui propose aux coachs sportifs de se référencer chez eux. Donc tu deviendrais Kevin Sartor Domicile Gym. Tu bénéficies donc de la notoriété de la marque Domicile Gym, donc qui est une marque de coaching sportif à domicile. Tu bénéficierais donc du système Domicile Gym. Ils te proposent des formations, ils te proposent donc la notoriété de leur marque, ils te référencent sur leur site internet, qui est bien évidemment bien référencé sur Google, puisque c'est une marque qui existe depuis 1993. Et ils te proposent de t'envoyer, j'imagine, des clients. Je connais pas le système par cœur et c'est pas trop l'intérêt. Le vrai intérêt, c'est que moi j'ai critiqué ça en disant si toi, Kevin, en sortie de diplôme, tu avais choisi de devenir Kevin Sartor Domicile Gym, aujourd'hui, tu serais totalement dépendant de Domicile Gym au niveau de ta notoriété. C'est-à-dire que tu n'aurais pas créé ton propre système de communication, tu n'aurais pas créé Culture Sport. Et donc, si demain Domicile Gym ferme, si demain Domicile Gym prend une décision qui ne te plaît pas, tu repars de zéro. C'est-à-dire que si tu quittes Domicile Gym, tu n'as plus de site internet, puisque c'était Domicile Gym qui te l'avait créé, tu n'as plus de marque, tu redeviens juste Kevin Sartor. T'as plus de référencement Google, Instagram, parce que tu étais référencé comme Kevin Sartor Domicile Gym. Et tu vois, t'as pas créé de marque, t'as pas créé de logo, t'as pas créé de charte graphique. Tu vois, moi actuellement, je travaille dans une agence où on travaille sur l'identité sonore. Netflix, aujourd'hui, t'entends la musique, tu sais que c'est Netflix. McDo, t'entends la musique, tu sais que c'est McDo. Carrefour, Decathlon, ils ont tous leur petite musique. Ça, c'est une marque forte, tu vois, où tu crées de la confiance avec les gens. Du coup, ces coachs sportifs qui vont se franchiser chez Domicile Gym, ils n'ont pas ce travail-là à faire. Donc c'est génial, tu gagnes du temps, tout de suite on t'apporte des clients, de la notoriété, etc. Donc tu gagnes du temps. Et puis en plus, quand tu es coach sportif, tu n'es pas formé pour connaître tout ça, la création d'une marque, la communication.
Tu connais pas trop ces choses-là. Donc ça, tu gagnes du temps. Mais le problème, et c'est ce que je dis dans la vidéo, c'est que sur le long terme, bah, tu crées pas cette marque, cette identité forte. Tu vois, tu te distingues pas du troupeau. Tu restes un coach sportif parmi les coachs sportifs de Missile Gym. Et si demain la marque ferme, voilà. Et je disais même, le but quand tu crées une entreprise, c'est quand même à la fin de pouvoir peut-être la revendre. Tu revends un réseau de clients. Donc toi, dans 10 ans, n'importe quoi. Si, peut-être, imagine dans 10 ans, ça te saoule, tu veux arrêter le coaching sportif. Le but, c'est peut-être que tu revendes la franchise Culture Sport, enfin la marque Culture Sport. Tu vas vendre ton réseau de clients, tu vas vendre ta base mail, qui va permettre à l'acheteur de pouvoir tout de suite balancer plein de mails et tout de suite faire du chiffre d'affaires très rapidement avec ta marque. Tu vas revendre ton compte Instagram qui a de l'influence. Et si tu avais fait le choix plutôt, au lieu de ça, de monter Culture Sport, et là tu vas l'alimenter pendant 10 ans, en plus créer une marque, ça prend du temps. Tu vois, Coca-Cola, pour devenir Coca-Cola, c'est des dizaines d'années. McDo, pour devenir McDo, c'est des dizaines d'années. Pour créer une marque et de la confiance, ça prend énormément de temps. Donc toi, tu mets 10-20 ans à construire Culture Sport, et dans 10-20 ans, Culture Sport, c'est tout ce que je te souhaite, ce sera une marque, tu vois, une vraie marque avec une identité forte et un réseau fort. Tu pourras peut-être revendre. Si tu es Kevin Sartor de Missile Gym pendant 20 ans, et ben dans 20 ans, tu vas juste prendre ta retraite et tu vas compter sur l'État pour te payer ta retraite. Donc j'ai critiqué ce truc-là, je me suis fait insulter en privé, en commentaire. Alors du coup, la vidéo, forcément, elle a bien fonctionné parce que du coup, tu as plein de mecs de Missile Gym qui sont venus commenter. Mais je voulais aborder ce sujet, voilà, pour dire que vous soyez intéressé par le business ou que vous ayez juste un projet, il faut penser tout de suite à créer une marque. Sur le long terme, ça peut être votre nom et votre prénom, la marque. Hein. Ça peut être François Gerin, ça peut être Kevin Sartor, ça peut être du personal branding. Mais il faut créer cette marque sur le long terme pour que les gens, dès qu'ils voient vos couleurs, dès qu'ils voient votre logo, dès qu'ils voient votre photo, dès qu'ils entendent peut-être l'identité sonore de votre marque, tout de suite qu'ils pensent à vous. C'est très important. Donc je voulais expliquer ce petit sujet-là parce que, je te dis, je me suis fait défoncer comme jamais parce que j'ai nommé la franchise, tu vois. J'ai dit Domicile Gym, pour moi, c'est pas viable, quoi. Sur le long terme, c'est pas viable en tout cas. Ouais, mais là on voit, dans le marché du coaching sportif, c'est tout ce qui reste aux grandes entités qui emploient des coachs en fait. C'est le dernier. Tous les autres coachs, ils sont soit entrepreneurs, soit affiliés à. Mais plus, maintenant, les salles de sport n'emploient plus de coachs. Avant, on pouvait voir dans les anciennes salles de sport, mais maintenant, avec les grandes salles de sport, c'est plus comme ça. Tu vois, Basic Fit, il n'y a plus de coach Basic Fit. C'est des sociétés qui sont affiliées à Basic Fit, par exemple, pour employer des coachs. Et donc, les coachs reversent à chaque fois un pourcentage à ces entités-là. Donc, voilà, c'est la même chose. Sauf que je te coupe et je te pose la question parce que j'en suis pas sûr. Est-ce que les coachs qui ont pris justement cette location chez Basic Fit, c'est-à-dire qui bénéficient des locaux de Basic Fit et donc ils payent chaque mois un loyer, est-ce qu'ils sont obligés sur leur site de marquer Kevin Sartor Basic Fit? Est-ce qu'ils sont obligés d'avoir un site avec le branding, les couleurs de Basic Fit? Parce que c'est ça la différence en fait, c'est que tu vois, c'est là où le truc, c'est si tu peux créer ta marque. Toi aujourd'hui par exemple tu coaches à l'Ideal Club à Lyon. Ouais. Tu t'en fous parce que tu peux créer ta marque à côté et tu as toute liberté. Là, ce qui m'embête, moi, chez Domicile Gym, ce qui m'embête pour eux, mais finalement, c'est même pas pour eux, je m'en fous. Moi, le but de ma vidéo, c'était de prévenir les jeunes coachs sportifs qui se lancent qu'il y a deux choix. Le choix de créer ta marque, qui est pour moi plus viable sur le long terme, et puis tu as le choix de gagner du temps, mais sur le long terme, tu perds, de créer une franchise, de passer par la franchise Domicile Gym. Toi, tu t'en fous, tu coaches à l'Ideal Club, mais derrière, tu as ton compte Instagram Culture Sport, tu as tes couleurs, ton logo, ton discours. Et tu peux faire ce que tu veux. Le problème, c'est que si tu étais un coach Ideal Club, peut-être que le discours que tu tiens dans tes vidéos Instagram ou dans ce podcast-là, tu pourrais pas le tenir, tu vois, parce que moi, je serais curieux de voir si demain, un coach sportif Domicile Gym, je sais pas, pendant le Covid, si un coach sportif Domicile Gym, tu vois, relaie un truc contre le vaccin, etc., est-ce que, à un moment, Domicile Gym se désolidarise pas? Ou est-ce que si tu publies un truc sur le conflit israélo-palestinien, est-ce que la marque Domicile Gym va pas à un moment se désolidariser de toi? Ou vice-versa, imagine Domicile Gym publie un truc qui te plaît pas à toi, tu fais comment en fait? Tu es affilié Domicile Gym, si demain il y a une polémique sur Domicile Gym, tu es un coach sportif Domicile Gym. Toi aujourd'hui t'en fiches, tu coaches à l'Ideal Club, tu pourrais payer un loyer à Basic Fit, t'en fiches parce que de toute façon tu as ta marque, voilà. Et voilà, c'est ça. Alors après, juste pour faire une petite digression, tu as quand même des franchises qui sont intéressantes. Moi quand j'ai voulu me lancer dans l'entrepreneuriat, tu sais, j'avais suivi le cursus de Cédric Anissette. Et il y avait un moment un networking à Lyon, à Bocuse, à la brasserie Bocuse, et on y était allé et j'avais rencontré le mec qui il a 50 franchises Nature House. Tu vois la petite enseigne Nature House? Oui.
Bah, il en avait 50, le mec. Okay. Mais là, tu capitalises parce que tu t'achètes je sais pas s'il était propriétaire des murs à chaque fois, mais t'achètes le fonds de commerce. Mais même t'es propriétaire du fonds de commerce, donc au final, t'es quand même propriétaire de quelque chose. Voilà, c'est ça. Et après, tu peux les revendre. Donc le système de la franchise est quand même intéressant. Ça peut être intéressant. Et tu vois, lui aujourd'hui, je crois qu'il dit il achète, il revend ses franchises. Tu vois, c'est limite du trading de franchise. Ouais. Donc ça, pourquoi pas. Et encore que, comme on disait, si tu veux marquer un peu l'histoire, c'est peut-être bien d'essayer de créer ta propre marque. Mais bon, après, là, on est dans de la suroptimisation. Mais donc ça, c'est des systèmes de franchise qui peuvent être intéressants. Tu montes un McDo, alors bon, c'est peut-être pas éthique, hein, c'est tout ce que tu veux, mais tu montes un McDo, tu capitalises sur le fonds de commerce, etc. Machin. Domicile gym, je veux dire, demain, tu peux pas revendre ton activité domicile gym, quoi. Je veux dire, ça existe pas. Enfin, je pense pas, hein. Je connais pas le système par cœur. Parce que c'est du service. Parce que c'est du service, exactement. Donc y a pas c'est pas un produit, c'est pas c'est pas la même chose. Après c'est le choix de chacun. Moi il était hors de question que j'ai pas ma marque, tu vois. Il était hors de question que je me lance, que je sors de l'armée, que je me lance dans l'entrepreneuriat sans avoir ma marque. Et puis demain, si tu veux recruter demain, tu vois, la marque employeur, ça s'appelle dans la communication. Si tu veux recruter demain, il faut que ta marque elle soit sexy, qu'elle donne envie à des coachs sportifs de venir. Donc il faut que tes valeurs, ton discours sur Instagram, tout ça donne envie, tu vois. Donc créer sa marque, ça permet aussi plus tard de recruter. Ou même si tu as envie de recruter un jour un community manager ou que sais-je, tu vois. Si ta marque elle est sexy, tu vas attirer un profil jeune, dynamique, tu vois, qui a envie de bosser pour toi. Si ta marque elle est vieillissante, et c'est le cas de beaucoup de marques aujourd'hui, et des marques de l'industrie, surtout des gros trucs B2B, la marque est pas sexy du tout, ils attirent plus de jeunes dynamiques parce que t'as pas envie d'aller bosser pour une marque avec une marque tu vois, poussiéreuse, etc. Et donc pareil, domicile gym, demain, t'es sous la franchise domicile gym, tu veux recruter, tu veux créer ta flotte de coach à domicile, ce qui existe. C'est-à-dire, domicile gym, c'est ça le concept en fait. En fait, le mec de domicile gym au-dessus, il est bien lui, parce qu'il a sa petite flotte de coachs sportifs domicile gym qui va coacher partout en France. Lui, il a tout compris. Mais si toi, demain, t'es coach de domicile gym et tu veux faire ça, tu peux pas en fait. Ou tu repars de zéro. C'est-à-dire tu quittes domicile gym et tu repars de Kevin Sartor et tu recrées une marque et là, tu essayes de recruter. Donc, créer sa marque, ça a aussi de l'importance pour recruter. Et de mon côté, je vais vous recommander mon roman préféré qui a un lien avec l'histoire. Du coup, on parlait d'histoire et du fait de vivre les événements historiques et de vraiment se projeter dedans pour vraiment avoir les émotions qui vont avec, etc. Mon roman préféré, c'est Un sac de billes de Joseph Joffo, je crois que tu l'as lu, qui raconte l'histoire d'un petit garçon pendant la Seconde Guerre mondiale, un petit du coup qui est juif et du coup qui va se planquer, etc. Et on va voir ces années pendant l'occupation et c'est vraiment vraiment le roman qui m'a le plus marqué parce qu'en plus tu sais, tu te mets dans la tête d'un petit gamin. Et tu retrouves un peu dans ton enfance quand tu essayais de faire des conneries, machin, des trucs. C'est vraiment un super roman. Je crois que je me l'étais lu étant gamin, j'ai lu 6-7 fois. Et du coup, tu vis vraiment les choses avec lui. Et du coup, c'est une très bonne approche de l'histoire aussi, je trouve, d'avoir ces petites histoires-là. Donc, Un sac de billes de Joseph Joffo, mon livre, un de mes romans préférés. Donc suite à... en plus j'ai un fou rire avant de le dire, c'est pas grave. Suite à un petit souci technique, on a la fin de l'épisode qui a été coupé. Écoutez, on a été ravis de passer cet épisode avec vous. On espère que les sujets qu'on a abordés vous ont plu. Et puis voilà, encore désolé pour ce petit souci technique. On vous retrouve lors du prochain épisode. N'hésitez pas à liker comme d'habitude, à commenter si vous êtes sur YouTube, à donner votre avis. Et puis rendez-vous au prochain épisode. Et encore désolé pour cette coupure. Merci d'avoir écouté cet épisode de Broworking, le podcast. Si tu as apprécié nos discussions sur l'entrepreneuriat, le sport et la quête de l'excellence, n'oublie pas de partager, de laisser un commentaire et de t'abonner. Reste discipliné, reste engagé et n'oublie pas, chaque jour est une opportunité de devenir une meilleure version de toi-même.